Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission, les dossiers de la mémoire. Nous allons évoquer ce soir l'histoire d'un homme, un homme engagé activement et effectivement au service de la révolution algérienne. Et à travers lui, nous allons également revenir sur l'histoire du front éditorial qui a été créé pour soutenir activement la révolution algérienne. Nous allons également évoquer les réseaux, ce qu'on appelle les porteurs de valises pendant la guerre de libération nationale. Pour évoquer ces aspects de la révolution algérienne sur le sol européen, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand ami et un militant engagé au service de la révolution algérienne. J'ai nommé Nils Andersson. Monsieur Nils Andersson, bienvenue en Algérie, bienvenue chez vous et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci, merci. Votre histoire avec la guerre de libération nationale a commencé bien avant que vous ayez connaissance des Algériens, de leur quotidien sous le joug colonial. Oui, ma prise de conscience de ce qu'était le système colonial et la répression coloniale s'est faite, j'étais adolescent, en particulier à travers la lecture d'un journal qui était à l'époque un petit journal qui s'appelait le Nouvel Observateur. Et donc, qui était à l'époque beaucoup moins connu qu'il l'a été alors, et dans lequel, entre autres, écrivaient Claude Bourdet, Roger Stéphane et d'autres journalistes français, et qui, en particulier à l'époque, dénonçaient naturellement la guerre du Vietnam, qui précédait la révolution algérienne, et les conséquences et la réalité du colonialisme. Donc, en Suisse, c'est là, à Lausanne où j'habitais, c'est là que j'ai pris conscience de ce qu'était et le système colonial, et la répression coloniale, et la guerre coloniale. Voilà. Donc, vous allez donc connaître le drame algérien grâce à un livre sur la torture. Donc. Oui, alors là, mon contact, effectivement, habitant la Suisse à Lausanne, comme je viens de le dire, je n'avais, en 1955-56, jamais rencontré d'Algériens. Donc, j'avais conscience du colonialisme que subissait le peuple algérien, mais voilà. Et donc, les hasards, parce qu'il y a des hasards et des circonstances, ont fait qu'il y a eu la saisie du livre d'Henri Allègre, La Question, qui a été un événement considérable, parce qu'il n'y avait pas eu de livre politique saisi en France, sauf sous l'occupation allemande, depuis le 19e siècle, pour des raisons politiques. Donc, ce livre est saisi, et il se trouve que j'étais en contact, et je connaissais bien Jérôme Lindon, qui était l'éditeur du livre d'Allègre, La Question. Et il faut souligner encore que je voudrais souligner le rôle de Jérôme Lindon, qui a été, en publiant d'abord pour Djamila Bouhired, mais ensuite La Gangrène et beaucoup d'autres livres, a joué un rôle exceptionnel pour révéler la réalité et de la torture et du système colonial en France pendant la guerre d'Algérie, avec beaucoup de courage. Et s'il n'avait pas rempli ce rôle, jusqu'à la venue ultérieurement de François Maspero, eh bien, il était seul à le faire dans ce moment-là. Donc la question est saisie, et il me demande si on peut la rééditer en Suisse, parce que il faut montrer au gouvernement français qu'il peut saisir, il peut interdire un livre, mais le livre continue à vivre et n'est pas mort. Donc, j'ai donc réédité La Question. C'est comme ça, avec ce livre, que les éditions La Cité sont nées. Et donc, immédiatement, naturellement, ayant publié La Question, j'ai été contacté par des Algériens, et aussi entre autres de la Fédération de France, mais aussi des Algériens qui étaient à Lausanne et qui appartenaient à l'organisation du FLN en Suisse. Et donc là ont commencé mes contacts concrets, directs avec le peuple algérien. Alors, vous avez mis en place
une maison d'édition, la Cité. Oui, la Éditeur. Cité, oui. Cette maison d'édition a été mise sur place uniquement pour publier le livre d'Henri Allègre. Après, vous allez... Après, j'ai élargi, mais ensuite, il y a quand même eu... après la question, il y a eu plusieurs livres algériens nous allons... que j'ai édités. Voilà. Oui, il y a eu le même problème pour la gangrène avec Béchir Boumeza et Moussa Khaïraili et d'autres Algériens torturés alors en France. Allègre était torturé en Algérie. Boumeza et ses compagnons étaient torturés en France, à Lyon ou à Marseille, à Lyon ou à Paris, je veux dire, et qui a été interné en France et je l'ai réalisé aussi. Ensuite, alors j'ai publié d'autres livres, notamment on peut citer Les Disparus, qui étaient sur les victimes, c'était des dossiers recueillis par Jacques Vergès et Zavrien Courrégé, qui était du collectif des avocats, où les gens venaient à l'hôtel Horacie, où il y avait un petit lieu de contact, témoigner de la disparition d'un frère, d'une sœur, d'un père, lors de la bataille d'Alger, et qui étaient des disparus qu'ils n'ont jamais vus. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont appelé un cahier vert. Ils notaient ça dans un cahier vert. Et donc, j'ai réédité ce cahier vert qui témoignait des disparitions, d'une centaine ou 200 disparitions pendant la bataille, ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Donc voilà. Et puis ensuite, Pierre Vinadaké a du reste fait une très belle postface à ce livre. Ensuite, j'ai aussi édité La Pacification, qui était en somme une somme de tous les moyens de répression utilisés par la France pendant la guerre d'Algérie. Au-delà de la torture, qui était un phénomène majeur, mais il y avait les camps de regroupement, il y avait les enfumades, il y avait les zones interdites. Le napalm. Le napalm et toutes ces choses-là. Et la pacification, alors qui était édite, c'est un travail. Et je tiens à souligner une chose. Quand je contacte la Fédération de France, je leur ai dit, il y a une chose essentielle dans le livre, cette somme que vous êtes en train de faire des moyens de répression, il est impératif, et absolument impératif, qu'il n'y ait aucun fait contestable. Parce que s'il y a un fait contestable dans ce livre, on contestera même Jamil Boured et les autres cas. Et là, je veux dire qu'ils ont fait un travail admirable. C'est le premier livre où, par exemple, on dénonce Le Pen tortionnaire, à partir de ça, mais donc tous des faits qui n'ont pu être contestés. Et puis, à part ça, je signalerai aussi, parce que j'ai publié un livre du théâtre de Mohamed Boudia, Naissance, et un livre de Salima Bouaziz et de son mari qui traitait de l'aliénation de la famille algérienne sous le colonialisme. Alors, je reviens au livre... Et encore, on ne peut pas l'ignorer, le livre Le temps de la justice de Robert Davzy, qui témoigne de son engagement pour le peuple algérien. Voilà. Alors, on revient, avant d'évoquer un certain nombre d'aspects concernant ces livres qui étaient importants à l'époque, qui restent très très importants pour les chercheurs, les étudiants d'aujourd'hui. Je reviens à ce contact, le rôle de Davzy. Oui, alors Davzy était un prêtre ouvrier qui s'est très tôt engagé auprès des Algériens, dans un premier temps pour des raisons sociales, mais notamment avec les ouvriers algériens, mais qui était aussi en contact avec des prêtres ouvriers qui étaient en Algérie, comme Mamet et d'autres, qui ont été expulsés par la suite d'Algérie par la France. Et il est devenu un militant, vraiment, du Front de Libération Nationale, avec un engagement total. Il a été pour cela poursuivi, condamné à 10 ans par contumace de prison. Donc il était un temps en Allemagne, très proche de la Fédération de France. Et il est très engagé naturellement dans le travail d'information, de liaison avec les réseaux de soutien, travaille aussi auprès des insoumis et déserteurs, les Français qui refusaient de faire cette guerre
à 20 ans, il fallait du courage pour choisir de passer à l'étranger et de refaire cette guerre, parce que si l'Algérie n'était pas devenue indépendante, ils auraient peut-être été exilés pendant très longtemps dans leur vie. Donc c'était un acte. Donc David était très engagé sur tous ces terrains-là, y compris sur le terrain de l'édition et de l'information, qui était un terrain de lutte politique très important pour la Fédération de France. Et voilà. Et ensuite, il a été arrêté à nouveau. Nous étions ensemble du reste. Mais il était libéré comme les autres membres des réseaux de soutien au moment de l'indépendance en 1962. Et il est resté fidèle jusqu'à sa mort à l'Algérie, et attaché à elle de manière tout à fait exceptionnelle. Alors maintenant, comment vous allez mettre en place une maison d'édition alors qu'à l'époque, je pense que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas donc des ressources matérielles? Oui, j'avais comme métier le métier de mon père qui ne concevait pas qu'on fasse un autre métier que le sien, qui était en fait la décoration intérieure, et que je dis très franchement qui m'intéressait pas moi-même. Enfin, ça avait suivi la loi patriarcale. Mais donc, David et l'édition, effectivement, il n'y a pas eu de projet éditorial. L'édition est venue par les nécessités. Il n'était pas possible de ne pas rééditer ce livre interdit qui a joué un rôle très important. Et donc, l'édition et tout ce qui a suivi après est parti de là avec les moyens que j'avais. J'étais très jeune, j'avais 22-23 ans. Donc, effectivement, pour publier la question, le premier livre que j'ai publié, j'ai emprunté à ma mère parce que c'est pas un âge où on a des moyens de commencer l'édition. Donc voilà, c'est par un prêt de ma mère que l'édition était, après un don de ma mère que la question a été rééditée, et que là a commencé mon engagement avec le peuple algérien. Alors, vous avez commencé donc à évoquer la torture qui se pratiquait à l'échelle industrielle en Algérie. Donc, c'est le témoignage déjà d'André Alleg. Puis, vous vous êtes intéressé à ce phénomène sur le territoire français. À l'époque, on torturait uniquement les Algériens et pas les sympathisants, les amis, c'est-à-dire les Européens qui soutenaient les Algériens. Voilà. Non, je crois que le problème de la torture est un problème fondamental dans la guerre d'Algérie, parce que il faut comprendre que ça n'a pas été des bavures, c'est évident, c'était un système. Mais ce système était conceptualisé par des officiers français retour du Vietnam, qui l'ont conceptualisé et théorisé sous la théorie contre-révolutionnaire ou la théorie de guerre psychologique. Et dans le cadre de ce concept, cette théorie, ils ont légalisé la torture comme un moyen de guerre, pour sous prétexte d'obtenir des informations, etc. Mais ensuite, cette conceptualisation, qui aurait pu rester au niveau de la théorie, a été enseignée dans les écoles militaires dans les années 54, 55, et puis ensuite concrètement mise en pratique. Lorsque Lacoste transfère les pouvoirs de police à l'armée et que les paras sont au pouvoir dans Alger et dans le reste d'Algérie, la torture est un moyen qu'ils ont qui appartient on leur a enseigné et on l'a légalisé et on l'a autorisé. Il y a du reste Arzef, d'autres lieux, il y a la création des DOP qui sont des lieux de torture en dehors des prisons et comme il y en avait dans toute l'Algérie. C'est un système, ce n'est pas un système théorisé par l'armée, appliqué par l'armée. Et ensuite, plus gravement, ce système sera couvert par le pouvoir, puisque ceux qui, comme le général de Bollardière, dénoncent ces moyens fait 60 jours de forteresse, et au contraire d'autres officiers qui ont pratiqué la torture ou ordonné la torture, ils reçoivent les galons de généraux. Donc la torture comme système, et vous allez donc
publié ce fameux livre qui est le fameux livre noir, donc c'est-à-dire le livre sur les exactions, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, commises par l'armée française en Algérie. Et voilà donc un livre qui va servir donc d'acte de témoignage vis-à-vis, donc pour éveiller les consciences au niveau européen par rapport à ce qui se passait à l'époque en Algérie. Et le service action du SDES à l'époque, voilà, le service du contre-espionnage français vont utiliser ce livre comme moyen pour atteindre certains militants qui étaient engagés au service de la révolution algérienne. C'est une autre face de cette guerre d'Algérie. Effectivement, le SDEC a commis un certain nombre d'attentats en Allemagne, en Belgique, en France, par exemple, l'avocat Ould Daoudia qui a été assassiné devant son bureau d'avocat. Voilà. Il y a eu aussi des attentats en Allemagne contre des responsables du FLN à Bonn et ailleurs. Et puis, il y a eu cet attentat commis avec le livre La pacification dont j'ai parlé, qui était un livre assez volumineux qui permettait qu'il soit évidé et mis avec une charge de détonateur. Et il y a un professeur, Pierre Legrève, qui était professeur à Liège, en Belgique, auquel le livre a été envoyé sous une fausse adresse d'éditeur. Je crois qu'ils avaient utilisé le nom du Presse Université de France, du reste. Et quand il a ouvert le livre, malheureusement, le livre a explosé et il a été tué. Donc, alors, c'est disons, le seul Européen qui a été tué par un attentat français pendant cette guerre, la guerre d'Algérie, mais il l'a été parce qu'il soutenait la lutte de libération du peuple algérien. Et il y a eu d'autres cibles également. Il y a eu d'autres personnes assassinées, mais j'entends belges, c'est le seul. Il y a eu des attentats en Belgique, en Allemagne, même en Italie, avec Boularouf. Il y a eu là un enfant tué. Il y a eu des victimes collatérales. Mais j'entends, il n'y a pas eu d'autres Européens victimes directement assassinés par le SDEC, sauf les marchands d'armes. Les marchands d'armes, là, il y a eu des attentats. Alors, à l'époque, le service action du SDES se cachait derrière une organisation. Alors, sombre. ils se camouflaient sous le nom. Ils avaient réutilisé ce nom pour se camoufler, mais en fait, c'était le SDEC. Ça, c'est avoué, c'est reconnu. Il n'y a pas de secret là-dessus aujourd'hui. C'était un colonel des services. C'est ça. Mais alors, en somme, on cachait ça en disant que ce sont des Européens qui refusent la décolonisation. Mais en fait, c'est un fait évident que c'était les services français. Et c'est avoué, entre autres, dans les livres de Melnik, Constantin Melnik, qui le reconnaît entièrement et totalement. Et qui explique. La seule chose, je tiens à le dire, les livres de Melnik parlent, y compris de l'attentat contre le Grève et de la pacification, mais il mélange les attentats. Il dit que le Grève était tué par une boîte de chocolat. La boîte de chocolat, non, c'est un Algérien qui a été tué à Bonn, qui a reçu une boîte de chocolat comme cadeau de Nouvel An, et qui l'a ouvert et qui a eu les 2 mains arrachées. Voilà. Alors, à partir notamment de 1958, il va y avoir cette histoire du front éditorial, donc, qui sera organisé pour soutenir la cause algérienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on parle d'un front éditorial au sens... Oui, donc je crois, je pense, il faut souligner une chose d'abord, c'est l'intelligence qu'ont eu le FLN en général, la Fédération de France en particulier, à mener, à savoir et avoir l'intelligence de mener la lutte sur plusieurs fronts. Il y avait le front militaire qui était le premier front, essentiel et bien sûr évident. Mais ils n'ont pas mis tous leurs moyens, toutes leurs forces, ils ont mené parallèlement des luttes sur le front diplomatique. La diplomatie algérienne a joué un rôle essentiel dans ce moment-là vers le chemin de l'indépendance.
Ensuite, il y a eu la lutte politique, faire connaître les objectifs, l'appel du 1er novembre 1954, la charte de la Soumam et la ligne politique à défendre. Et puis, il y a eu la lutte d'information et de propagande qui a joué un rôle important. Mais dans toutes ces luttes, subissant la répression, naturellement, il y avait une répression particulièrement dure en Algérie, mais en France aussi. Et la lutte était d'autant plus difficile pour les militants algériens qu'il y avait le faciès. Ils étaient dans une position dans un environnement totalement européen et français. Et au faciès, quand ils se déplaçaient, se réunissaient, il était extrêmement facile pour la police et les autorités françaises de les repérer. Donc c'est là où ils ont demandé, entre autres à Francis Janson en premier, et à d'autres dans différentes villes, s'ils pouvaient organiser un peu ça. Alors ça consistait en quoi l'organisation? Ça consistait à loger, à louer des logements, le nom était français à ce moment-là qui logeait, à transférer, notamment passer les frontières, avec des voitures conduites par des Français, etc. Boumaza en parle dans ses mémoires, de son passage de frontières. Ça consistait aussi, là, on sait que la Fédération de France a été le poumon financier de la révolution algérienne. Cet argent, il fallait le transférer. Le transférer. Donc il fallait, pendant un temps, c'était un passage de frontières de sacs d'argent, mais après ça a été un peu plus, disons, financier. Le transfert se faisait de manière financière, mais ces tâches-là et la protection des lieux de réunion, tout ça. Les Français, on pouvait à ce moment-là jouer un rôle important. C'est incontestable. Je dis toujours, sans l'aide des réseaux de soutien, sans l'aide en Algérie encore plus, des Français qui étaient avec la cause algérienne, l'Algérie aurait été indépendante, de toute façon. Mais ça aurait été plus difficile. Ça aurait été plus difficile, ça certainement ça a aidé quand même techniquement, pratiquement, les militants algériens que ce soutien. Et en plus, il n'était pas sans. Un Français en France, en Algérie c'est différent. En France ne risquait pas la torture. Il risquait des petites violences, mais il ne risquait pas la torture. Mais il y a quand même eu des Français, pour avoir eu des Algériens, dans le réseau Janson et ensuite dans le réseau Curiel et d'autres, qui ont été condamnés à 10 ans de prison. C'était pas des peines légères quand même, jusqu'à 10 ans de prison. Bon, ils les ont pas fait parce que l'indépendance de l'Algérie est arrivée, ils ont été libérés à ce moment-là. Mais les derniers libérés, les deux derniers libérés, l'ont été un an après. C'était Jean-Claude Popper et Gérard Meyer, un an après l'indépendance. Donc ça a été, ils ont encouru quand même un risque. Alors quels étaient vos rapports avec les deux réseaux, donc le réseau Janson et le réseau Curiel? Alors mon rapport, comme j'étais à Lausanne en Suisse avec les éditions, c'était plutôt d'accueillir. D'abord, il y avait naturellement des contacts avec la Fédération de France pour des questions de réunions ou de choses, ou avec l'organisation suisse pour toutes les questions pratiques que peut rencontrer l'émigration algérienne et l'organisation du FLN en Suisse. Mais autrement, là, ça consistait, par exemple, quand il y avait des évadés en France qui passaient la frontière suisse, il fallait les accueillir, les loger, et puis en liaison avec l'organisation suisse, les transférer vers l'Allemagne en général, ou plus souvent vers Tunis, où ils rejoignaient Tunis après leur évasion. Donc, il y avait beaucoup, un rôle important était les évadés, ou quelquefois des blessés qui venaient se faire soigner en Suisse, qu'il fallait accueillir et s'occuper, etc. C'était essentiellement cette tâche-là. Ou alors,
effectivement, il y a eu encore aussi l'impression du Moudjahid, qui était L'organe officiel imprimé à Tunis, du bien Front, sûr, oui. mais on le réimprimait en Suisse, où on le recevait de Tunis, pour le rentrer en France, parce qu'il était important que des militants du FLN en France voient leur journal. C'était autrement. Donc on a aussi fait passer en France, pendant 2-3 ans, les 2-3 dernières années, le Moudjahid, pour en tout cas la zone Lyon-Marseille, qui était la zone proche de la Suisse. Est-ce que au moment donc où les services français s'attaquaient donc aux militants en faveur de la cause algérienne, vous n'avez pas eu peur d'être ciblé par Bon, alors, non, ça, dès la publication de la question, naturellement, disons, c'est très logique, la police m'a interrogé, savoir, bien sûr, avec toutes les polices, c'est le problème du chat et de la souris, on ne sait pas ce qu'ils savent, on sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on veut dire et pas dire, c'est la même chose. Donc j'ai été régulièrement interrogé par la police tout au long des 5 ans, de 57 à 62, très régulièrement interrogé. Mais c'était le problème qui m'était en particulier reproché, c'est que je n'étais pas suisse. Ouais. Et qu'un étranger, je menais une activité politique sur le territoire suisse alors que je n'étais pas suisse. Et ça, c'est un moyen de pression qui s'est dû rester terminé, c'est 4-5 ans après l'indépendance d'Algérie, par mon expulsion de Suisse. Mais, donc ça, c'était la pression. Autrement, disons, les autorités suisses faisaient leur travail, et je faisais peut-être le mien. Voilà. Alors, on vous a expulsé pour retourner au pays de votre père, la Suède. Oui. Et la Suède, nous savons qu'il y avait un petit comité de soutien également en faveur de la révolution algérienne. Oui. Oui. J'ai oublié une chose aussi. Oui. Il y a eu des envois de médicaments de Suisse. On a regroupé beaucoup de médicaments qu'on a pu envoyer en Algérie à travers le Croissant Rouge algérien qui était à Genève avec le docteur Bentami. Voilà. Oui. Donc, revenons au groupe de soutien suédois en faveur de la révolution algérienne. Alors en Suède, oui. Alors en Suède, la Suède, contrairement à la France et à la Suisse, était éloignée du conflit géographiquement. Oui. C'est pas la même chose. Mais il y a eu quand même... la Suède a pris une position incontestablement très vite favorable à l'indépendance algérienne. Il y avait entre autres... je voudrais rappeler leur nom, qui s'appelait deux journalistes suédois, Victor Winde et sa femme Rita Winde, qui avaient écrit pour l'indépendance avant même 54. Ouais. Avant même 54, c'était deux grands journalistes suédois. Et puis, il y a effectivement le rôle incontestable d'Olof Palme comme Premier ministre, qui était acquis à l'indépendance algérienne. Et là, je dois dire qu'il y a une chose qu'il faut aussi souligner, c'est l'importance qu'a joué alors le travail d'information dont on a parlé tout à l'heure, et du livre, etc. Pour la Suisse, par exemple, auprès des autorités suisses, et de certains, en tout cas, ministres suisses, le fait qu'on dénonce le fait de la torture est un élément important alors qu'ils étaient initialement naturellement favorables à l'Algérie française parce que c'était logique, non, que la France torture de manière systématique, organisée et quasi officielle, c'était moralement inacceptable. Et ça, je pense que là, le livre hors de France a joué un rôle très important dans la dénonciation parce que on était 10 ans après le nazisme. Ouais. Et 10 ans après le nazisme, on utilisait les mêmes méthodes. Hein. On sait que des officiers français torturés sous le nazisme ont torturé eux-mêmes en Algérie. Donc, à l'époque, ça avait une résonance très particulière et je pense que ça a été un des éléments forts, de l'isolement de la France
aux Nations Unies et dans le monde occidental, l'isolement de la France, que la dénonciation de la torture dans lequel le livre a joué un rôle essentiel. Alors, on revient maintenant à la Suisse. La Suisse, nous savons que la guerre de libération nationale, plutôt la Suisse a joué un rôle important parce que les premiers contacts entre les 6 responsables du déclenchement de la guerre de libération Berne, à nationale, l'ambassade d'Égypte. et les 3 qui étaient donc les 3 représentants du Front de libération nationale à l'extérieur se rencontraient en fait sur le territoire helvétique, n'est-ce pas? Oui. Non, la Suisse a été une plateforme très tôt, avant 54. Ceux qui préparaient la lutte armée, parmi les 22 qui venaient en Suisse, il y avait même eu plusieurs qui ont été expulsés de Suisse parce qu'ils avaient été repérés à l'époque, c'était surtout à l'ambassade d'Égypte. Surtout à l'ambassade d'Égypte. Oui. Et donc, voilà. Et donc, il y a eu. La Suisse a été, dès avant le 1er novembre 54, un lieu de rencontre. De rencontre et de préparation au déclenchement de la lutte pour les Algériens. Elle sera également un lieu de rencontre pour sceller je dois dire que c'est à la fois une chose très intéressante parce que je crois que ça a été l'intelligence de la diplomatie suisse, à la fois partant d'une position pro-française, d'avoir su évoluer et d'être en 62 accepté par les 2 parties comme un lieu des négociations, en même temps que ça permettait aux Algériens d'avoir le soir, partant du Vian, de rentrer en Suisse pour dans un lieu où ils étaient assurés qu'il n'y avait pas d'écoute. Voilà, passant le soir en Suisse et revenant le lendemain en France pour négocier avec les Français, ils avaient cette sécurité d'être dans un lieu protégé et assuré parce que c'était des négociations extrêmement difficiles. Il y avait la situation objective en Algérie et en France, mais dans les négociations, si on parle de l'Algérie, les Français avaient tout en main. Ils avaient les cadastres, ils avaient pour le pétrole, ils avaient tout. Et la délégation algérienne était souvent hantée de se faire tromper, mentir, parce qu'ils n'avaient pas toujours les éléments que les Français, eux, avaient, puisqu'ils étaient sur place en Algérie. Donc, ces négociations étaient menées remarquablement. Et puis, surtout, elle concluait, et ça c'est extraordinaire, elle concluait l'appel du 1er novembre 1954, il y a deux choses dans l'appel du 1er novembre tout à fait étonnant. C'est la première phrase, à ceux qui auront à nous juger. À nous juger. Vous connaissez un autre appel à la Révolution. Vous qui êtes appelés à nous juger. Oui, à vous qui êtes appelés à nous juger. Vous connaissez un autre appel à la Révolution, à la libération, qui est si modeste. Il ne dit pas on va vaincre, non. Parce qu'ils étaient conscients de la responsabilité et de l'importance du défi dans un moment où qui croyait à l'indépendance de l'Algérie en 54. Je pense même que les 22 déclenchaient, mais aucun ne pouvait dire on sera indépendant demain. Aucun. Il le pensait, il le voulait. Mais la lutte a duré 8 ans, c'est quand même une lutte extrêmement longue. Et donc, cette phrase est absolument pour moi étonnante et symbolique de la conscience qu'ils avaient de la responsabilité d'engager cette lutte armée et des sacrifices que ça allait demander au peuple. Et puis, il y a la dernière qui termine. Ça se terminera par des négociations entre parties égales. Et c'est bien comme ça que ça s'est terminé. Donc, l'appel du 1er novembre contient toute la lutte inscrite dans sa rédaction. En tant que militant anticolonialiste, voilà un texte, parce que j'ai lu certaines de vos interventions un peu partout, donc sur des sites, mais aussi sur certains journaux. Je sais que c'est un texte qui vous a marqué profondément. Ce texte fondateur de la Révolution algérienne, la proclamation du 1er novembre 1954. Vous pouvez répéter la fin ?
c'est un texte fondateur qui vous a marqué profondément. Ah, je pense que cet appel du 1er novembre Oui. est un très grand texte parce que il est sobre, il n'est pas une tonalité. On va vaincre. La bataille est là. On prend les armes. Non, il est sobre. Et puis, mais en fait, je pense que si on veut, quel est le document majeur de la révolution algérienne, c'est la charte de la Soumam. Ouais. Je crois que la charte de la Soumam décrit très bien les objectifs. C'est normal. Oui. La lutte est plus avancée, on formule, on a un projet. La charte de la Soumam est le texte fondateur vers l'Algérie qui sera indépendante. Qui sera indépendante. Vous parlez de l'indépendance. Je sais que vous avez partagé avec les Algériens donc les premières années, donc les premiers jours d'indépendance. Vous avez tenu à participer à la célébration. C'était venu pour la première fois en Algérie, effectivement. C'était un moment important. Oui, c'est venu en Algérie, effectivement, quelques semaines après l'indépendance. D'abord, il retrouvait des amis qui habitaient en Suisse, que je retrouvais en Algérie, des frères et des sœurs. Et puis, ce pays que je ne connaissais pas, bien sûr, que je découvrais, mais où finalement, tous les lieux m'étaient connus parce que dans la guerre, il y avait eu, là on avait torturé, là c'était une prison, là il y avait un attentat, là. Donc c'était en même temps, je n'étais jamais venu, mais je connaissais à peu près dans Algérie tous les lieux parce que c'était des noms qui avaient été, qui revenaient à la mémoire des événements des 8 ans de guerre. Et puis, il y avait l'enthousiasme du moment, les projets, c'était... et je vais dire une chose que je répète souvent, mais je crois important, c'est justement, on a parlé de Robert Zavzi au début de l'interview, je vais revenir au moment même, alors de l'indépendance, des jours de l'indépendance, on était à Paris, on était ensemble. Et Robert Davzi me dit, après sa libération, il me dit, tu vois, on a un avantage sur beaucoup d'autres, on sait que c'est possible. On sait que c'est possible, effectivement, qu'un peuple se libère, aussi fort soit l'adversaire, aussi puissant soit le colonialisme, aussi militairement et économiquement, eh bien, c'est possible, un peuple peut se libérer. Mais effectivement, là, il faut donner alors tout le mérite exceptionnel du peuple algérien qui n'a à aucun moment cédé, avec ce moment très fort qui a été les événements de décembre 60, où finalement il donne, il impose à De Gaulle qu'il faut trouver une solution politique parce qu'il n'y a pas de possibilité de briser le peuple et sa résistance et sa volonté d'être indépendant. Donc, c'est vraiment, s'il y a une révolution où le peuple a été l'acteur et le héros, c'est la révolution algérienne. C'est la révolution algérienne, avec cette conviction, c'était possible, et c'est grâce à cette conviction que vous allez poursuivre votre lutte, votre militantisme en faveur des causes justes, en faveur des mouvements de libération, notamment en Afrique. Je ne connaissais pas d'Algériens au début, après j'en ai connu un bon nombre. Ouais. Et ce qui m'a toujours frappé pendant toutes les années, de 5-6 ans que j'étais avec eux, presque quotidiennement à Lausanne, il n'y avait jamais de doute. Il n'y avait jamais de remise en question de l'objectif et de la cause qu'on défendait et de l'objectif à atteindre qui était l'indépendance. Jamais, quelles que soient les fluctuations de la guerre, les difficultés, les obstacles, la ligne Maurice, enfin tout ce qui était contrecarré, la répression aussi importante soit-elle, dans ce qu'on sortait évadé, il y avait des gens qui avaient été torturés au napalm, enfin de torturés, je veux dire, avec le feu et tout. Il n'y avait jamais le doute.
hein. C'est ça qui était le plus, qui était très important, qui était une école de vie pour moi. Hein. École de vie. Alors, le message, les valeurs du 1er novembre, de ce texte fondateur de la révolution algérienne, un texte, un référent national, même pour les Algériens, donc aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce que les valeurs de novembre peuvent encore servir à certains peuples qui sont sous domination coloniale? Absolument. Je pense notamment aux Palestiniens. À la Palestine, oui, à la Palestine, bien sûr. La Palestine est... c'est l'abomination de l'Algérie qui se renouvelle, malheureusement dans un rapport de force et dans des conditions historiques différentes et ô combien tragiques. Donc aujourd'hui, 70 ans après justement le déclenchement de la guerre de libération nationale, dont on vient de célébrer justement ce 70e anniversaire, en tant qu'acteur de cette guerre de libération, en tant qu'acteur actif et effectif donc, de cette guerre de libération, comment vous voyez aujourd'hui Alors, je crois que la chose est, pour moi, s'explique assez bien. Vous savez, il est plus difficile de construire, d'édifier, de construire un pays que de se libérer. Il est plus difficile. D'abord, les conditions ne sont plus les mêmes. Disons, la guerre cimente les gens et le peuple. Dans une autre situation, les intérêts individuels, les égaux, toutes les choses interviennent, et ça c'est inévitable. Exactement. Hein? C'est pas l'Algérie, c'est tous les pays, et tous les pays où il y a eu une révolution, qui a été socialiste ou pas socialiste, indépendant, tout. Bon. Comment maintenir ce ciment, hein? Pendant la lutte de libération, on pouvait tout demander au peuple algérien. Tout. Il était voilà. C'est le faire prolonger après. C'est au moment de l'indépendance où il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes. L'humain est l'humain. Hein, et comme il y a une phrase qui dit ce sont des hommes et des femmes qui font les révolutions, ce sont des hommes et des femmes qui font les contre-révolutions. La lutte change complètement de caractère au moment où la lutte armée et la guerre elle-même, la lutte de libération change. Et je connais... à partir de là, c'est au peuple algérien de construire son avenir avec et sa volonté, son obstination, mais en n'oubliant pas une chose, qu'il est indépendant. Qu'il est indépendant. Hein? Et ça, c'est un bien extrêmement précieux. Hein? L'indépendance est déterminante. Je peux citer récemment une discussion entre une jeune Algérienne et une jeune Camerounaise, et on parlait de l'Algérie d'aujourd'hui, et puis la Camerounaise a dit à la jeune Algérienne, oui, mais vous avez gagné la guerre, nous on l'a perdue. C'est pas la même chose. Et c'est le plus important, Monsieur Nils, c'est d'avoir triomphé en voilà, c'est ça. Hein. L'Algérie a acquis son indépendance. Le peuple algérien s'est libéré. Et contre une très grande puissance, comme un colonialiste qui était très très fort à l'époque. Ce sera la dernière question de cette émission. C'est l'une des plus grandes révolutions du XXe siècle. Oui, c'est un événement majeur du XXe siècle. Avec la révolution vietnamienne, c'est la plus grande lutte de libération nationale qu'il y ait eu et la plus importante sur le continent africain. Et la décolonisation a quand même été un mouvement majeur du XXe siècle, en tout cas, la deuxième moitié du XXe siècle. Et là,
le peuple algérien a écrit l'histoire, une page importante de l'histoire de ce XXe siècle, et ça ne s'effacera jamais. Hein. Comme on parle de 1789 pour la France et pour le monde et l'Europe, eh bien, en 54-62, c'est des dates qui ne s'effaceront jamais dans l'histoire et de l'Algérie et de l'Afrique et du monde. Et voilà, c'est un grand moment, un moment important qui va rayonner quand même. Oui. C'est une révolution qui va rayonner sur le continent africain, mais également sur tout le sud, donc Bien sûr. le monde. Et Voilà. il y a des leçons à prendre. Comment, effectivement, comment les Algériens ont mené leur lutte, avec les moyens qu'ils ont menés, comment ils l'ont fait, comment ils ont été organisés, comment ils ont combattu. Encore une fois, avoir mené la lutte sur plusieurs fronts et pas sur un seul, hein, d'avoir combiné tous ces moyens qui ont... Parce que la guerre a aussi été gagnée par l'influence acquise par la cause algérienne dans le monde. Hein. C'est pas, c'était aussi une des raisons du choix de Gaulle d'arriver aux négociations. C'est à la fois l'irréductibilité intérieure du peuple algérien et de son émigration en France à être indépendant, mais c'est aussi l'affaiblissement de la cause de la France dans le monde par rapport au sein des Nations Unies et dans le monde en général, où la France se trouvait isolée. Et ça, c'est aussi le résultat du travail politique et diplomatique mené par la révolution algérienne. Hein? Je vous laisse le soin de conclure donc cette émission, Monsieur Niels Anderson. Je vous laisse le soin de conclure cette émission. Voilà. Oui, alors je crois que il faut bien comprendre ce que signifie s'être libéré. C'est pas une petite chose. Et il faut bien comprendre les sacrifices qui ont été consentis, l'héroïsme qui a été du peuple, qui je peux citer 1000 exemples. J'en citerai un parce que je crois il est très simple, mais il montre ce qu'était la grandeur du peuple dans cette lutte. C'est une des premières personnes que j'ai reçues en Suisse qui avait s'était évadé. C'était le président des Baumettes à Marseille. Ouais. Il avait été arrêté parmi les premiers très tôt dans la région de l'Oranie. C'est un instituteur et il s'évade, il arrive en Suisse. Et il me raconte naturellement son évasion, etc. Et on parle, et en parlant de son évasion, ayant franchi le premier mur, le deuxième mur, il est attendu par une voiture c'est la nuit bien sûr, parce que les évasions se font la nuit. Et on va le mener chez un frère, jusqu'à ce qu'il soit transféré vers la Suisse. On va le mettre chez un frère où il ne sera pas protégé. Et il dit à ceux qui conduisent la voiture, c'est la nuit, on va attendre le matin, on ne va pas les réveiller. On ne va pas réveiller les frères et sœurs. Je crois que c'est ça. Il s'évade après des années de prison, après avoir combattu en Algérie et avoir subi la répression. Il s'évade. Mais il faut pas, on va attendre pour rejoindre les frères et pas les réveiller cette nuit. Je crois que là, on a le peuple algérien. Et ça sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Niels Anderson, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un militant anticolonialiste qui a contribué vivement au combat libérateur du peuple algérien contre le système colonial. Je tiens donc à vous remercier une nouvelle fois. Je remercie simplement fait ce qu'on devait faire. Je tiens également à remercier toute l'équipe technique ici présente au niveau de cet espace aménagé au Salon international du livre par la télévision algérienne. Excellente soirée et à bientôt.